Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour les 1500 Français qui vivaient en Ukraine avant le 24 février, disposer d'un pied-à-terre en France, d'un appartement, d'une maison, ce n'est pas une résidence secondaire, ce n'est pas un produit de luxe, c'est un refuge. Pour les 800 Français qui vivaient en Éthiopie, au mois de décembre dernier, l'ambassadeur de France à Addis Abeba a appelé tous les ressortissants français d'Éthiopie à quitter le pays compte tenu de l'évolution de la guerre du Tigré. Alors, des vols Air France ont été affrétés sur l'aéroport d'Addis Abeba. Et pour ces Français, pour ceux qui avaient une résidence en France, un appartement, parfois une maison de famille héritée, ce n'est pas une résidence secondaire, ce n'est pas un produit de luxe, c'est un refuge. C'est la raison pour laquelle, avec Bruno Retailleau et Christophe Frassa, nous avons déposé cet amendement issu d'une proposition de loi, parce qu'au-delà de la dimension de refuge, en réalité, cette résidence en France, pour un Français de l'étranger, c'est aussi un port d'attache. C'est l'attachement à la nation, l'attachement à une région, l'attachement à un département, l'attachement à un village, c'est un port d'attache. Alors pour toutes ces raisons, ce que nous vous proposons ici, c'est de modifier la fiscalité de cette résidence en France d'un Français qui vit à l'étranger, de prendre en considération cette idée de refuge, d'attache, et donc d'exonérer de taxes d'habitation pour un bien et ainsi de permettre de symboliser le fait que pour un Français qui vit à l'étranger, la France reste pour toujours dans son cœur. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je suis non seulement sensible aux arguments du sénateur Le Gleut, mais je crois qu'il faut y être plus que sensible, il faut y être attentif. Et la situation qu'il vient de décrire mérite, de mon point, enfin je l'analyse et je porte un jugement plutôt favorable parce que ça répond à des cas assez singuliers et ça permet effectivement de garder le lien dans des situations particulières de ressortissants français lorsqu'ils sont à l'étranger. Je donne mon avis, mais je souhaite également, pour l'éclairer, recevoir l'avis du gouvernement. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs. Il s'agit d'un sujet important qui relève d'une demande forte des Français de l'étranger, une demande qui est remontée fortement, notamment à l'occasion de l'épidémie de Covid-19 ou d'autres événements tels que ceux que vous avez évoqués. C'est vrai qu'aujourd'hui, un expatrié français qui garde un logement en France, un pied-à-terre, comme on l'appelle comme ça de manière familière, ce pied-à-terre est considéré comme une résidence secondaire puisqu'il n'y habite pas. Et donc effectivement, y compris en matière de fiscalité, ça a un impact comme celui d'une résidence secondaire. Et la demande d'un certain nombre de Français de l'étranger, c'est de créer un statut intermédiaire entre la résidence principale et la résidence secondaire, donc une résidence de repli qui pourrait traiter spécifiquement de la question des Français de l'étranger. Le président de la République s'est engagé il y a quelques mois à ce que nous travaillions sur ce sujet. Et c'est un sujet qui nécessite beaucoup de travail, puisqu'il y a un enjeu juridique qui est extrêmement fort. Et donc, aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas encore trouvé la solution satisfaisante juridiquement qui nous permettrait de régler ce problème. Il y a beaucoup de travaux qui ont été menés par vous-même, monsieur le sénateur, par d'autres sénatrices et sénateurs des Français de l'étranger, par des députés aussi. Je pense au député Frédéric Petit qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là et qui a fait un rapport. La proposition que vous faites dans cet amendement serait très vraisemblablement censurée par le Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité. Puisque si vous avez quelqu'un qui vit à Addis Abeba et qui a une résidence à Paris, vous pouvez avoir quelqu'un qui vit à Toulouse et qui a une résidence à Paris, du point de vue du logement lui-même, c'est une résidence secondaire, enfin en tout cas accessoire, ça n'est pas une résidence principale. Et donc, créer fiscalement une différence selon que la résidence secondaire appartient à quelqu'un qui vit à l'étranger ou en France serait jugé très probablement non conforme à la Constitution. En fait, il faut procéder dans l'autre sens et d'abord,
imaginer un statut juridique dont ensuite pourraient découler des différences fiscales. Et donc pour ces raisons-là, moi ce que je propose, c'est un retrait de l'amendement. Mais évidemment, et le président de la République non seulement s'y est engagé, mais a demandé au gouvernement d'y travailler. On continuera à avancer sur ce sujet-là. Je salue également Jean-Baptiste Lemoyne, qui évidemment, au titre de ses précédentes fonctions gouvernementales, a beaucoup travaillé sur le sujet en lien avec les Français de l'étranger. Merci, Monsieur Bacher. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, effectivement, il y a quelques années déjà, le Sénat a fait une proposition avec la loi Retailleau, dans laquelle, évidemment, Ronan Le Gleut, Christophe-André Frassa ont été très mobilisés. Et nous avions fait des propositions. Mais ça fait déjà 2019. Hein. Le temps de travailler, ça fait 3 ans. Et la proposition faite par Ronan Le Gleut modifie légèrement pour justement tenir compte de cette rupture possible d'égalité. Eh bien, fait une petite modification. On a fait un bouger, si vous voulez, pour essayer de rentrer le plus possible dans les clous. C'est bien de cela dont il s'agit. Nous l'avons travaillé avec Ronan Le Gleut. Et donc, il faut l'essayer. Car pendant ce temps-là, le travail de votre côté n'a pas avancé. Nous avons avancé. Nous avons fait un pas vers la Constitution pour bien rentrer dedans. Ça serait bien aussi que vous fassiez les pas plutôt que de dire on va y travailler, on y travaille, on y travaillera, et ainsi de suite à toutes les personnes des verbes et de la conjugaison. Merci, Monsieur Lemoyne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un sujet effectivement qui est capital parce que de nombreux de nos compatriotes sont parfois touchés par un certain nombre de crises géopolitiques, climatiques, sanitaires, on l'a vu. Et il est important de pouvoir leur offrir ce havre et des conditions de retour dans le pays qui soient satisfaisantes lorsque les circonstances l'exigent. Il y a, de ce point de vue-là, un engagement très clair du président de la République qui, dans le cadre du débat présidentiel, a dit les choses, que nous allions créer effectivement cette résidence de repli à laquelle seraient attachés un certain nombre de droits et il appartiendra aux législateurs à la fois de les définir. Moi, j'entends effectivement la volonté d'aboutir rapidement qui est exprimée à travers l'amendement, mais j'entends aussi ce qu'a dit Monsieur le ministre. Et je pense qu'il faut que nous sortions du débat budgétaire et de cette séance avec un engagement ferme de méthode. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est d'y arriver et d'y arriver dans les bonnes conditions juridiques, fiscales, etc. Parce qu'on peut se faire plaisir en votant effectivement un premier amendement. Après, voilà, le texte vivra sa vie, peut-être que ça disparaîtra. Et donc, finalement, au-delà de se faire plaisir, on n'aura pas été très efficace. Donc, moi, je trouve que, Monsieur le ministre, nous pourrions, à travers votre voix, avoir effectivement l'engagement du gouvernement de faire en sorte que, à travers un groupe de travail transpartisan, eh bien, on puisse aboutir à une rédaction commune et mettons des délais. Mettons des délais. On peut y arriver en quelques semaines, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette volonté d'aboutir, elle est là, elle est intacte. Et donc, c'est pour ça qu'il est important que le gouvernement, mais le ministre l'a dit, je pense qu'il va le redire, eh bien, s'engage à aboutir dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Je vous remercie. Collègues, Monsieur le ministre, ou Monsieur le rapporteur d'abord, et ensuite Monsieur le ministre. J'ai dit tout à l'heure que je voyais cette proposition d'un œil plutôt favorable. J'ai entendu à travers les débats et la position du ministre j'ai cru à un moment qu'il allait dire oui, puis il se met un tout petit peu en retrait. Notre collègue Jérôme Bascher a dit tout à l'heure, on a travaillé pour améliorer et il faut l'essayer. Moi, je me souviens d'une publicité qui disait, il faut l'essayer pour l'adopter. Ben, c'est ce que je nous propose, ce à quoi je nous propose de procéder dès maintenant. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Non, je crois qu'on vise tous le même objectif et qu'il nous appartient effectivement ensemble de construire le meilleur moyen d'y arriver. Évidemment, Monsieur Bascher, Monsieur Le Gleut, on a fait examiner votre amendement, quand bien même il y a des évolutions par l'ensemble des services juridiques de Bercy. Et ce qui a l'air établi, c'est qu'il est non conforme à la Constitution et au droit de l'Union européenne. Je ne l'ai pas précisé.
Donc moi, effectivement, je saisis au bon la proposition qui est faite par Jean-Baptiste Lemoyne. Je suis tout à fait ouvert. Et d'ailleurs, ça ne serait pas un groupe de travail uniquement avec Bercy, puisque j'ai moi-même dit que c'était avant tout un sujet de statut pour les Français de l'étranger pour cette résidence de repli, avant d'être un sujet fiscal. Il y a d'abord le sujet juridique. Je suis tout à fait ouvert, en lien avec mes collègues du gouvernement concernés, à ce qu'on anime effectivement ce groupe de travail transpartisan. Ensuite, effectivement, monsieur le rapporteur général, on peut se dire, ou monsieur Bacher, on peut se dire, bon, adoptons l'amendement, enfin je vois à peu près ce qui était dans la logique. Adoptons l'amendement et puis on verra bien. Et puis de toute façon, le gouvernement pourra toujours le retirer plus tard, mais au moins on aura envoyé un signal. Moi, je me méfie toujours parce que ce dont je me rends compte, c'est que souvent nos concitoyens ne sont pas totalement au fait de comment fonctionne la navette parlementaire. Et parfois, vous avez un amendement qui est adopté dans une chambre, ça envoie un message et vous avez beaucoup de gens qui sont concernés, qui pensent que la mesure a été adoptée, qu'elle va rentrer en vigueur. Et puis après, ils découvrent que c'est pas le cas parce que voilà, on est dans la navette, etc. Donc moi, je voudrais pas que nos compatriotes français de l'étranger pensent immédiatement que les choses vont changer dans un délai du 1er janvier. Je pense qu'on peut se donner comme objectif, effectivement, de travailler pour qu'au début de l'année 2023, on ait des réunions conclusives sur ce sujet, premier semestre, ce qui nous permettra de prendre des mesures. C'est un engagement que je prends de méthode et ensuite, potentiellement dans le prochain PLF, à ce moment-là, traduire ce qui aura été décidé. C'est la proposition que je fais, mais cette Chambre est évidemment souveraine. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Frassa. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. J'ai un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça fait 14 ans que je suis élu, donc c'est aussi un inconvénient. J'ai assisté à je ne sais combien de groupes de travail instaurés par vos prédécesseurs. Je serais incapable, mais sérieusement incapable de vous dire ce qui a pu en sortir, parce qu'il n'en est rien sorti. On nous a proposé à plusieurs reprises de faire des groupes de travail dès qu'il y avait un problème sur la fiscalité des Français de l'étranger. Le premier d'entre ceux-ci était celui de la résidence des Français de l'étranger, que l'on a appelé la résidence principale, terme qui était évidemment inapproprié. Après, celui de la résidence secondaire, celui de la résidence de repli, qui est tout aussi inapproprié, je vous le souligne, puis celui qui est quand même beaucoup plus approprié, celui de la résidence d'attache que nous proposons. Nous avons une solution. Elle ne sort pas comme un lapin du chapeau, comme certains dans vos services souhaiteraient vous le faire accroire. Elle a été travaillée par des gens sérieux sur la commission des finances du Sénat. Moi, je pense, comme notre rapporteur général du budget, qu'il est temps d'avoir un texte et de voir comment celui-ci peut évoluer. Après, si le Conseil constitutionnel souhaite le sanctionner, ni vous, ni moi, ni personne dans cet hémicycle ne peut le préjuger. Et nous verrons bien. Voilà. Merci, monsieur Bilac. Monsieur Bilac. Non, il n'y a pas... Vous aviez demandé la parole, cher collègue. Oui, très rapidement. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. Je crois qu'il faut effectivement se pencher sur ce problème, mais je reprends les propos de monsieur le ministre, il faut veiller à l'égalité républicaine. Quand un Héroltais rentre dans la fonction publique d'État, qu'il est nommé en Seine-Saint-Denis, dans le Pas-de-Calais ou en Moselle, il est expatrié. Le parler de tout le monde n'est pas le même. Et il a souvent la maison familiale. Dans le Midi, il y en a plusieurs dans la commune où je réside et que j'ai administré de nombreuses années. Et donc voilà, moi je pose ce problème. À quel moment on est expatrié? Et je crois qu'il faut y réfléchir. Il faut trouver une solution, mais il ne faut pas créer d'égalité républicaine. Merci, président Karoutchi. Je n'ai encore rien dit. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je ne veux pas intervenir sur ce sujet précis, mais par rapport à, pardon de le dire comme ça, à vos propos. Premier élément, vous dites que ça donnerait un signal absolument démoniaque si l'Assemblée le votait et qu'une autre Assemblée ne le fasse pas. Pardon de vous dire, Monsieur le Ministre, chaque fois que le gouvernement fait une annonce qui n'est pas suivie d'effet, ça a à peu près le même effet, sinon pire. Puisqu'on peut croire le gouvernement normalement, et combien de réformes ont été annoncées, de l'audiovisuel et du reste, des retraites, et puis il ne s'est jamais rien passé, et finalement les citoyens peuvent se dire à quoi sert de croire un ministre qui passe aux 20 heures si de toute façon il n'y a rien derrière. Le deuxième élément, Monsieur le Ministre, et là c'est plus sérieux, depuis le début de ce débat budgétaire, je constate que nous n'avons pas changé d'époque.
je pensais, après les propos du président de la République et de la Première ministre, que du fait que vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale, le Parlement serait plus écouté, le Sénat serait plus écouté. Et je pensais que ça voulait dire, notamment dans le débat budgétaire, qu'on laisserait au ministre du Budget plus de marge de manœuvre par rapport à l'ensemble du Sénat. Parce que si vous êtes ici, en face des sénateurs et demain en face des députés, et si vous n'avez pas plus de marge de manœuvre qu'avant le mois de juin dernier, ça veut dire que rien n'a changé et que vous croyez toujours pouvoir gouverner seul. Et je vous le dis très tranquillement, vous ne pouvez plus. Je sais bien que vous avez le 49.3, mais si vous voulez avoir un peu de soutien populaire ou simplement démocratique, écoutez davantage le Parlement. Demandez à la Première ministre d'avoir davantage de marge de manœuvre par rapport aux arbitrages pour écouter la représentation nationale et, dans certains cas, la suivre. Ce n'est en rien humiliant. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vous rejoins, Monsieur Karoutchi, sur un point. C'est vrai qu'on est dans une nouvelle époque politique depuis les élections législatives. Oui, c'est vrai. Et on le vit d'ailleurs, je l'ai vécu sur les textes budgétaires à l'Assemblée nationale, où maintenant on a fait le choix d'essayer une nouvelle méthode. Vous aurez remarqué que cette année, pour la première fois, le budget, le contenu du projet de loi de finances n'a pas été communiqué aux parlementaires après son passage en Conseil des ministres, comme c'est toujours le cas, mais plusieurs semaines à l'avance, dans un format nouveau qui est probablement perfectible, qui s'appelle les dialogues de Bercy. Il y avait des représentants de tous les groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat, majorité et opposition. Et je peux vous dire, quand j'ai dit à mes équipes au départ qu'on allait transmettre aux parlementaires de la majorité et de l'opposition le contenu, en tout cas la plus grande partie du contenu du projet de loi de finances, ils n'étaient pas totalement emballés, parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait un sacro-saint principe de primauté du Conseil des ministres sur le projet de loi de finances avant sa transmission aux parlementaires. Plus d'un mois à l'avance, on a transmis aux parlementaires le cadrage macroéconomique actualisé avant que qui que ce soit l'ait, même le Haut Conseil aux finances publiques. On a transmis aux parlementaires majorité et opposition les plafonds budgétaires actualisés par mission budgétaire, les grands objets du PLF, le sommaire fiscal du PLF et même la rédaction des articles fiscaux du PLF avant même que le Conseil d'État nous ait fait le retour. On a échangé pendant plus d'une dizaine d'heures. Un certain nombre ici étaient là, je vois Madame Vermeillet qui était là, d'autres étaient là. Ils ont d'ailleurs soulevé des sujets qui ont été intégrés dans le projet de loi de finances. Le report de l'actualisation des valeurs locatives, ça a été soulevé dans les dialogues de Bercy par des représentants de tous les groupes majorité et opposition. On l'a intégré dans le projet de loi de finances. Je pense qu'on a gagné du temps. Est-ce qu'on est au bout de cette nouvelle méthode ? Évidemment que non. Évidemment qu'on doit continuer à avancer. Moi, je vois quand même des signaux positifs. Aujourd'hui même, et je veux saluer et remercier le rapporteur général et les membres, on a eu une CMP conclusive sur le PLFR, projet de loi de finances rectificative, qui a été adopté à l'Assemblée nationale 149.3. Un texte budgétaire adopté à l'Assemblée 149.3, c'est quand même, hein, c'est plutôt rare en ce moment. Voilà. Parce qu'on a travaillé avec les groupes de l'opposition. Tous les groupes de l'opposition, et vous en avez une partie, les Républicains et le Parti socialiste, qui se sont abstenus sur ce texte qui a permis son adoption. Donc je pense que oui, on est dans un nouveau paysage politique, ça nécessite une nouvelle méthode. De mon côté, c'est ce que je cherche à faire. Est-ce qu'on est au bout? Évidemment que non. Je pense que c'est encore tout ça perfectible. On va continuer. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce qui se fait ici, à ce qui se décide ici. Il y a une multitude d'amendements qui ont été adoptés, qui vont de la réforme du marché de l'immobilier jusqu'à la fiscalité sur la margarine. Et on regardera à la fin ce qui a été adopté dans la navette parlementaire. J'espère sincèrement que le Sénat pourra laisser sa marque et sa patte sur ce PLF. Je pense que vous avez raison, c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Merci, monsieur le ministre. Donc je mets aux voix l'amendement 1246 avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement